Bonjour chers élèves, je voudrais par cette vidéo faire le point avec vous sur la notion de la conscience. Comme vous avez vu, les moyens artisanaux dont je dispose me permettent de faire un affichage en même temps que je projette cette vidéo. Vive la technologie, voilà, vive les moyens modernes et tout ça. Mais là je peux pas l'effacer, enfin voilà, la conscience, c'est bien. Donc pour la dissertation que vous avez à préparer sur la conscience et l'inconscient, je voudrais ici insister sur trois auteurs essentiellement. D'abord Descartes, ensuite Freud et enfin Sartre. Donc cette vidéo a pour fonction de vous donner des éléments de lecture de ces trois références et d'exploitation finalement des références. Alors, je présente les pensées en question de façon non problématisée, mais juxtaposée et de façon thématique, voilà, pour que vous puissiez après les exploiter éventuellement dans une dissertation. Je préciserai avant de commencer que ces références ne sont pas exhaustives. Il n'y a pas que Descartes ou Freud ou Sartre sur cette thématique de la conscience, mais le fait de connaître ces références-là peut quand même permettre d'amener de quoi argumenter ou étayer finalement euh, ce que vous avez à dire ou ce que vous pourrez défendre comme thèse. Voilà. Alors, Descartes, d'abord une contextualisation générale de sa pensée. Donc Descartes est un auteur français du XVIIe siècle. L'objectif de la démarche cartésienne, c'est de vouloir trouver à la connaissance de toute chose un fondement de la vérité. Descartes a été élève à la Flèche, il a été baigné dans la culture, j'allais dire, de la scolastique. La scolastique, c'est l'école philosophique du Moyen Âge, et à partir donc de laquelle la scolastique, si vous voulez, c'est une école aristotélicienne d'Aristote, si vous voulez, et à partir donc de la lecture que fait saint Thomas d'Aquin au XIIe siècle de la pensée d'Aristote. Et Aristote a traité de toutes choses. Donc la philosophie à l'époque, c'est aussi un synonyme de la science. Et Descartes est contemporain d'une révolution scientifique qui est en train de s'effectuer. C'est le XVIIe siècle, c'est le moment donc, où on passe du géocentrisme à l'héliocentrisme. Les choses ne se font pas sans soubresaut, comme vous le savez. Enfin, Galilée est mis en procès par le Vatican, par exemple. Le passage à l'héliocentrisme ne se fait pas en un claquement de doigts comme ça. Euh, donc Descartes n'est pas seulement le spectateur de tout ça, il est aussi l'acteur. Sa pensée va avoir vraiment un impact puissant, si vous voulez, donc au XVIIe siècle. Et l'objectif de Descartes va être en philosophie d'essayer d'obtenir la même certitude que ce qui peut se passer donc dans les sciences de la nature, donc ce qui se passe donc en physique. Le référent finalement, le nouveau référent au XVIIe siècle des sciences de la nature étant, on va dire, la démarche mathématique. Et la démarche de Descartes va donc être de vouloir savoir si l'on peut, par rapport à des questions métaphysiques, obtenir une certitude qui soit finalement indubitable, comme Descartes le dit. Et de là, la démarche cartésienne va être de vouloir trouver cette certitude paradoxalement en remettant tout en cause. C'est-à-dire que Descartes passe par le doute pour finalement obtenir cette certitude première. Ce que je dis là, c'est par exemple toute la démarche qui est énoncée dans les Méditations métaphysiques, ouvrage de 1641, et qui est présentée aussi dans le Discours de la méthode, rédigé en 1638. Si vous voulez commencer à lire de la philosophie, commencer par Descartes peut être très intéressant. Et notamment par le Discours de la méthode, peut être très bien. C'est pas très très long et c'est un style qui est celui de Descartes, un français très relevé du XVIIe siècle, mais malgré tout euh, qui peut se comprendre. Enfin, il faut s'accrocher un petit peu, mais ça peut être très bien. Et donc la démarche cartésienne, vous disais-je, c'est de trouver donc un fondement. Y a-t-il un fondement à la connaissance donc de toute chose? Il recherche un fondement objectif du vrai, un fondement indubitable. Descartes va tout remettre
en question. Pourquoi? Eh bien, s'appuyant sur une méthode, on va dire, de type mathématique, qui va considérer que les choses sont ou bien vraies ou bien fausses, Descartes va dire que tout ce qui est ni l'un ni l'autre, tout ce qui est douteux, sera réputé faux. Et donc, de là, tout ce qui tomberait sous le coup du doute sera considéré comme faux. Et de là, Descartes va remettre en cause la, par exemple ce qu'il perçoit par les sens, puisque ce que les sens nous donnent comme information, la vue, le toucher, le goût, etc. Donc les informations sensibles sont elles-mêmes douteuses. On peut parfois avoir des illusions, enfin, ou comment dire, des erreurs d'optique, ou ce genre de choses. Et donc, ce que l'on peut voir n'est pas absolument fiable en termes de connaissances. Ce qu'on peut entendre, il peut y avoir des hallucinations auditives, etc. On peut croire entendre, on peut penser reconnaître et se tromper par les informations que les sens nous donnent. De là, Descartes va rejeter comme étant faux, dans, en entrant dans une espèce de démarche qu'il va lui-même reconnaître comme étant exagérée, mais tout ce qui sera donné comme information par les sens sera réputé faux. Tout ce que la tradition philosophique ou toutes les connaissances qu'il aura pu apprendre à l'école, euh, pouvant elles aussi être dubitables, puisque des thèses peuvent se contredire. Donc Descartes va le réputer aussi faux. Et donc toute chose sera remise en question. Je vais assez vite, mais il arrivera finalement à ce point euh, indubitable qui consistera à dire que pourtant, même dans un contexte de doute radical, je ne peux pas douter du fait que je doute, c'est-à-dire que je pense, et c'est cette phrase célèbre que vous connaissez peut-être de Descartes qui dit je pense donc je suis. Alors, avant d'arriver donc à cette certitude, à ce point de certitude indubitable qu'est le cogito, C-O-G-I-T-O, qui veut dire je pense en latin. Donc, cogito ergo sum, c'est une phrase qu'on trouve dans la 4e partie du discours de la méthode. Dans les méditations métaphysiques, 2e partie, c'est je suis, j'existe. Donc, cette affirmation je pense, donc je suis. Donc, le donc étant ici donc un rapport d'équivalence, je pense, et de ce fait, je suis, c'est un rapport d'identité, si on veut, donc entre la pensée et l'être. Eh bien, euh, Descartes arrive à ce point, donc en ayant remis tout en cause, y compris dans une hypothèse farfelue, qu'il va lui-même qualifier donc d'exagérée, dans la méditation métaphysique, 2e partie, où il fait cette hypothèse d'un malin génie, c'est-à-dire d'un esprit supérieur, donc, qui serait comme divin, et qui me ferait prendre le vrai pour le faux pour le vrai. Bref, dans un contexte de doute complet, que Descartes va qualifier de doute hyperbolique, il veut dire la seule chose dont on ne peut pas douter, c'est de la réalité de la conscience, de la réalité du cogito. Et de ce fait, donc le sujet pensant, même si, même si toutes ses idées étaient fausses, le fait qu'il pense ne peut pas être remis en question. Alors, une fois cela amené, euh, qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, c'est une référence qui est fondamentale pour nous et par rapport donc à notre thématique qui est celle de la conscience, pour dire que depuis le XVIIe siècle, depuis la pensée cartésienne, le cogito, la conscience, est considéré véritablement comme le socle de la connaissance. Et l'affirmation cartésienne, c'est de dire que ce socle de la connaissance peut si il est bien conduit, arriver à une connaissance absolument certaine de toute chose. Puisqu'à partir donc du cogito, fondement de la pensée claire et distincte, et donc de la connaissance de choses vraies, à partir de la conscience, donc Descartes va penser les conditions d'un savoir vrai, d'un savoir incontestable. Donc dans une méthode qui sera celle de Descartes et qui est exposée donc dans le discours de la méthode, qui sera donc de connaître les choses d'abord à partir des éléments les plus simples, à partir d'une connaissance claire et distincte, de les connaître par ordre et par déduction, pour arriver donc à des connaissances plus complexes et plus exhaustives. Donc c'est toute une méthode mathématique que Descartes reprend ici ou expose
et sur laquelle il s'appuie pour arriver donc à une connaissance absolument certaine. Dans un cours sur la conscience, donc là je passe un peu à l'exploitation de cette référence, ou dans une dissertation sur la conscience, la référence cartésienne est intéressante, fort intéressante, puisqu'elle arrive à cette idée finalement que ce qu'on appelle donc la connaissance de soi et la connaissance du monde euh, peuvent s'appuyer sur quelque chose d'infaillible, dans la mesure où, bien conduite, la conscience peut arriver donc à une connaissance certaine, une connaissance du monde et une connaissance de soi-même. Et cela peut avoir aussi comme conséquence donc une connaissance donc, d'un point de vue théorique, hein, d'un point de vue scientifique, si vous voulez, et puis aussi donc d'un point de vue pratique, c'est-à-dire du point de vue de l'action. Je rappelle que ce qu'on appelle pratique en philosophie, c'est ce qui va concerner donc l'agir, hein, le domaine de l'action, donc le domaine de la morale, c'est-à-dire celui de l'utilisation de notre liberté. Donc du point de vue de l'action, d'un point de vue pratique, je puis aussi arriver à des actions qui finalement pourront prétendre arriver donc à un degré de liberté maximum grâce finalement à une maîtrise de soi. Alors précisons, il ne s'agit pas donc d'une maîtrise absolue de soi-même, puisque Descartes reconnaît, par exemple dans le traité des passions de l'âme, rédigé en 1650, c'est l'un donc des derniers écrits qu'il produit, dans les relations, il traite donc dans le traité des passions de l'âme, des relations entre l'âme et le corps, et Descartes reconnaît bien et affirme même que dans cette union, ce qu'il appelle l'union de l'âme et du corps, l'âme est comme passive par rapport au corps, parce qu'il y a une action du corps sur l'âme. Donc il y a une passivité de l'âme, c'est ce qu'il appelle les passions de l'âme. Mais pour autant, l'âme n'est pas destinée à rester passive, puisqu'elle peut devenir active, c'est-à-dire user de sa faculté qui est celle donc de la volonté, pour finalement maîtriser le corps. Et donc, si tout individu n'est pas spontanément forcément donc, dans une maîtrise de soi, celui qui finalement s'appuie sur la connaissance rigoureuse des choses et de soi-même peut finalement donc bâtir et construire son action en vue finalement d'une liberté maximum qui fait qu'à partir des passions de l'âme, il pourra générer une action libre et une maîtrise du corps. Donc si le corps est passif dans les émotions qu'il peut recevoir, dans les sensations qu'il reçoit, dans les affections qu'il reçoit, en retour l'âme peut être active et elle le sera d'autant plus qu'elle agira donc à partir d'une connaissance d'elle-même, d'une connaissance des causes, pour finalement être libre au plus haut point. Donc on voit aussi que chez Descartes, la connaissance du monde, des choses et de soi-même conditionne finalement un degré maximum de liberté du point de vue de l'action. Donc voilà un peu pour la référence à Descartes, et voilà la raison pour laquelle on peut s'appuyer sur cette référence pour être amené à montrer que finalement, être conscient de soi, c'est connaître les choses, c'est se connaître, et finalement se connaître au plus haut point, et finalement être libre au plus haut point. Si vous avez une dissertation à traiter, il n'est pas nécessaire de vouloir absolument réciter, que ce soit Descartes ou n'importe quel auteur, mais il faut toujours, hein, donc ça c'est un petit point de rappel méthodologique, toujours en vous appuyant sur un auteur, au moment où vous vous appuyez sur un auteur, exposer un peu des choses de cet auteur pour voir ce qui, chez lui, vous intéresse dans l'argumentation que vous êtes en train de développer. Ça veut dire que dans une dissertation, l'intérêt, c'est pas la citation pour la citation. L'intérêt, c'est pas non plus donc de dire une phrase de Descartes et puis on passe à autre chose. C'est vraiment donc d'exposer l'auteur en vue de la résolution du problème ou de la question qui vous sera posée. En fait, hein. Donc j'insiste bien là-dessus. Une dissertation de philosophie n'est pas une récitation, c'est une réflexion sur un sujet. Et on utilise les références dans la mesure où elles nous permettent donc d'exposer des choses en vue de la résolution, en vue d'une discussion du sujet et en vue de la résolution du problème qu'on a pu soulever et qu'on cherche à résoudre. Voilà. Donc voilà un petit peu donc les éléments que je voulais dire sur Descartes, de contextualisation de sa pensée, d'où ça vient, donc je le dis
je l'ai dit assez brièvement, mais enfin voilà, et puis les conséquences auxquelles il arrive, et en quoi ça peut nous intéresser comme référence dans un sujet sur la conscience. Alors on pourrait s'appuyer sur d'autres auteurs, il n'y a pas que Descartes, pourquoi pas s'appuyer sur Spinoza, etc. Mais c'est vrai que traditionnellement, classiquement, on, on- on présente cette pensée, hein, donc notamment à partir de cette thématique qui est celle de la conscience. Donc en deuxième point ici dans cette vidéo, je voudrais maintenant, sans transition, passer donc à la présentation de la pensée de Freud, qui dans le cadre d'un cours sur la conscience et la question de l'inconscient, est une pensée qui est très intéressante aussi, qui peut nous intéresser. Voilà, alors en psychologie, il n'y a pas que Freud, mais Freud est, on va dire, le père fondateur de la psychologie contemporaine, donc c'est intéressant d'en avoir entendu parler et de le connaître. D'autant plus que je vous ai demandé à la maison de travailler des documents sur cette question-là de l'inconscient. Donc je voudrais ici apporter quelques éléments de précision, un peu voilà. Donc d'abord, commençons par dire sur Freud qu'il s'agit d'un médecin et donc de quelqu'un qui revendique une approche médicale et donc qui ne revendique pas une approche nécessairement philosophique. Donc vous savez, quand on passe d'un auteur à un autre auteur, donc on n'est pas dans le même contexte, dans les mêmes enjeux de pensée. Donc avec Freud, on est dans les enjeux de la pensée freudienne sont ceux de la cure médicale. C'est-à-dire que Freud s'intéresse donc à des cas pathologiques, à des cas, on va dire, donc de psychopathologie, mais au XIXe siècle, la psychologie n'est pas thématisée comme science. Et donc pour Freud, il y a comme, on pourrait dire, une lacune. Selon lui, il y a comme une lacune dans le domaine scientifique, c'est qu'il faudrait donc une science médicale qui s'occupe pas seulement du corps, ce qu'on pourrait appeler la physiologie, enfin la médecine classique, mais il faudrait qu'il puisse y avoir une médecine de l'âme, donc une psychologie. Et de là, Freud va élaborer toute une conception de la psyché humaine, hein, donc de l'âme humaine, psyché, P-S-Y-C-H-E en grec, donc l'âme humaine, en disant que contrairement à ce que l'on peut penser, et là Freud vise finalement implicitement la pensée de Descartes, contrairement à ce que l'on peut croire, penser ou croire, l'âme humaine n'est pas dans une perspective de maîtrise d'elle-même et de pleine maîtrise d'elle-même. Alors, d'autres auteurs ont pu dire ça avant Freud aussi, en fait, hein. Et sur cette notion d'inconscient, et c'est ce que vous avez travaillé comme texte sur les documents, et d'autres auteurs en parlent, Nietzsche par exemple, on trouve chez Schopenhauer aussi cette idée donc de la volonté et de quelque chose qui peut sourdre finalement dans la vie et aussi en nous-mêmes, le désir, qui n'est pas pleinement conscient et maîtrisé, etc. On trouve aussi, par rapport à la présentation cartésienne de la notion de conscience, par exemple chez Leibniz, une critique de la pensée qui serait en connaissance claire et distincte d'elle-même. Mais chez Freud, il va y avoir donc une nouveauté, c'est que la conscience va être comme un objet d'étude et Freud prétend mettre en évidence les mécanismes de la conscience humaines et qui ne sont pas que des mécanismes conscients, selon lui. C'est la raison pour laquelle Freud va parler de psyché, de psychisme, plutôt que de conscience, puisque ce qu'on appelle conscience n'est qu'une partie du psychisme. Donc comprenez, hein, le psychisme, ce serait la totalité de ce que nous sommes, de notre esprit, si on peut dire comme ça. Et il y aurait donc dans le psychisme humain une partie consciente, le moi conscient, mais aussi donc une très grande partie inconsciente, hein, la surface immergée, tout le volume immergé de l'iceberg, qui serait donc le ça pulsionnel, le réservoir de pulsion, et comment dire, bloqué par ce que Freud appelle le surmoi, la censure, enfin qui ferait le filtre plutôt, qui ne bloque pas complètement, mais qui fait un filtre. Le surmoi, la censure qui finalement réprimerait ces pulsions. J'ai dit donc le psychisme, j'ai qualifié tout à l'heure d'esprit, il faudrait émettre quelques réserves. La pensée de Freud n'est pas du tout un spiritualisme. Hein, il ne s'agit pas de parler donc d'un esprit immatériel, pas du tout, puisqu'il faut penser donc la psyché humaine donc en lien avec notre corporéité. C'est-à-dire que la réalité de la conscience humaine, du psychisme humain, pour le dire plus précisément,
est à considérer de façon psychosomatique. Psycho, c'est l'âme et soma, c'est le corps. Donc il y a ici une interférence clairement entre l'âme et le corps. Et pour Freud, donc, le corps a un rôle essentiel dans la structuration du psychisme humain. Le corps est notamment le concept de sexualité chez Freud, qu'il appelle aussi donc le principe de plaisir. Donc la sexualité, ou ce que Freud appelle donc la libido, le terme libido est de Freud, ça veut dire en latin je désire, et c'est un terme qui est repris pour contrecarrer l'affirmation cartésienne du cogito. Pour Descartes, le fondement de notre être, c'est l'âme, dans sa pureté intellective, intellectuelle. Le cogito, Freud descend plus bas, en dessous de la ceinture. Pour lui, le fondement de ce qui nous structure, c'est la libido, le désir. Donc, ce qu'on appelle sexualité chez Freud, c'est pas seulement donc la génitalité post-pubère. Entendez par là, donc par exemple, la recherche de l'activité sexuelle adulte. Pour lui, ce qu'il appelle sexualité ou ce qu'il appelle le principe de plaisir, c'est ce qui nous caractérise. On pourrait presque dire depuis le départ, depuis la vie intra-utérine, même depuis le commencement, notre commencement, dans la mesure où nous sommes euh, dans un rapport de fusion avec notre mère, avec notre maman, qui est celle qui pourvoit notre providence, elle donne tout, c'est la mère nourricière, avec laquelle l'enfant est en relation fusionnelle dans la vie intra-utérine et encore après la naissance et pendant longtemps, enfin en tout cas dans l'enfance. Et puis, vous avez, à partir de, c'est ce que Freud appelle donc, c'est la source donc du principe de plaisir, la recherche donc de la satisfaction. Et vous avez par opposition au principe de plaisir ce que Freud appelle un principe de réalité. Symboliquement, pour Freud, c'est la figure du père, c'est-à-dire la figure donc de la limitation, la figure de la loi et aussi donc de la séparation. Le père est celui qui sépare l'enfant de la mère et qui intervient pour finalement rompre la relation binaire, on pourrait dire. Et de là se structure, on pourrait dire psychiquement, cette espèce de dualité antipodique entre le principe de plaisir et le principe de réalité, le ça pulsionnel, le désir de satisfaction, et ce que Freud appellera donc la censure psychiquement, ou le surmoi, donc l'interdit, qui se thématisera extérieurement dans les interdits sociaux, moraux, religieux, par exemple. Donc voilà comment le psychisme se structure dans sa complexité, avec un fond anarchique de désir, de libido, et un mécanisme d'autodéfense, le surmoi, tout cela se passant à l'insu de la personne. Alors, toute cette présentation finalement de la psyché humaine peut paraître être une espèce de spéculation, pour où est-ce qu'il va chercher tout ça. Vous avez sans doute aussi entendu parler donc de l'Oedipe, du complexe d'Oedipe, où Freud reprend finalement de façon métaphorique cette tragédie de Sophocle, Oedipe roi, où Oedipe commet un double crime qui est celui de tuer son père, donc le parricide, et de coucher avec sa mère, Jocaste, donc l'inceste, un interdit culturel transversal d'une certaine façon, dans la mesure où la sexualité humaine amène toute culture à faire en sorte que la sexualité ne soit pas endogamique, c'est-à-dire en repli sur soi, pour aller prendre comme conjoint un membre de sa famille, quoi, sa sœur ou sa mère. Donc, dans toute culture, vous trouvez ça. C'est pour ça, lisez Lévi-Strauss et les structures, pardon, élémentaires de la parenté chez Lévi-Strauss. Donc, pour Lévi-Strauss, c'est l'interdit de l'inceste et le seuil à partir duquel il y a un passage de la nature à la culture. Chez les animaux, le fils peut copuler avec sa mère. C'est chez les êtres humains, donc la sexualité porte avec elle un ensemble d'interdits, si vous voulez, ou de culturels qui font que la sexualité ne s'exprime pas de façon débridée sans porter avec elle aussi une certaine forme de violence, en fait. Enfin voilà. Donc je reviens à Freud. Euh,
Donc si Freud expose toute cette conception de la psyché humaine, c'est pas par volonté de délirer ou d'élucubration, enfin, ou d'invention, de spéculation, chose qu'on a pu lui reprocher en disant mais n'importe quoi, enfin, l'individu n'est pas amoureux de sa mère, ou cherche pas à tuer son père, etc. Mais Freud s'occupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, de patients, c'est-à-dire de gens qui souffrent de traumatismes psychologiques, et il y a pour lui comme une espèce de vacance ou de carence au niveau de l'explication donc du fonctionnement de la psyché humaine. Et dans l'étude des cas psychopathologiques, il y a une pratique qui va le mettre sur la piste de l'inconscience avec la pratique de l'hypnose, qu'il conduit avec le docteur Breuer au départ, au début de sa pratique, et qui va mettre en évidence le fait que la conscience humaine est comme constituée comme de plusieurs couches, enfin en tout cas d'une profondeur, puisque l'hypnose, la pratique hypnotique permet de redescendre donc dans les couches inférieures de la conscience et pas forcément consciente pour le patient. Freud abandonnera cette pratique de l'hypnose après, peut-être parce qu'elle est trop ingérente ou que peut-être parce qu'elle fait que le thérapeute pourrait projeter trop de lui-même chez le patient. Toujours est-il qu'il abandonne cette pratique pour finalement préférer la mise en place d'une autre méthode qui sera la psychanalyse, à savoir une parole consciente mais relâchée. C'est la maison qui s'effondre. Donc une pratique donc de la psychanalyse à partir de laquelle donc le patient laisse remonter à la surface finalement des paroles pas forcément cohérentes mais qui seront l'expression de réalités libidineuses ou de pulsions refoulées que le thérapeute cherchera à interpréter. Donc voilà tout le contexte un peu de la pensée, enfin tout le contexte, une présentation de la pensée freudienne. Et maintenant, je voudrais passer à l'intérêt de cette pensée si jamais j'avais une dissertation ou quelque chose à traiter sur cette question de la conscience et de l'inconscient. Là où Freud est intéressant, c'est dans la mesure où il va remettre en cause cette idée que la conscience humaine est pleinement maîtresse d'elle-même ou dans la maîtrise de soi, et donc par conséquent pleinement libre. Finalement, ce que Freud va combattre, c'est une certaine idée donc de la liberté humaine, puis-je dire toute puissance, en tout cas toute puissante, enfin en tout cas dans la maîtrise d'elle-même, dans la pleine maîtrise de soi. Et donc c'est la morale cartésienne qui va être ici un peu visée par Freud. Freud nous dit bien qu'il ne fait pas œuvre de philosophe, hein, il n'écrit pas pour réfléchir sur la conscience dans sa plus grande généralité, voire d'un point de vue universel. Mais ce qu'il dit, donc du point de vue donc, de ses recherches et du point de vue de sa pratique, du point de vue de la psychologie nouvelle qu'il fonde, va avoir des conséquences sur la conception de la conscience et du psychisme humain qui, en tant que philosophe, nous intéressent. C'est pour ça que c'est quasiment une référence incontournable, si vous voulez, dans une année de terminale et dans un cours de philosophie, notamment sur ces questions-là et sur la question de l'inconscient. Et de là, la thèse freudienne peut paraître est très intéressante hein, du point de vue des mécanismes qu'elle cherche à mettre en évidence, hein, le mécanisme de refoulement, c'est-à-dire des pulsions qui sont refoulées, censurées, et qui viennent à la surface, c'est-à-dire à la conscience de la personne ou dans son comportement, mais de façon détournée. Pour Freud, une névrose, c'est-à-dire un trouble du comportement, ou une psychose, qui est un trouble aggravé du comportement, et la manifestation dérivée de pulsions. C'est-à-dire que comme les pulsions sexuelles libidineuses ne sont pas acceptables et acceptées par le patient lui-même, elles trouvent un moyen, c'est un peu comme la soupape de sécurité, de s'exprimer mais de façon dérivée, comme par parallaxe, vous savez, quand on plonge un bâton dans l'eau, il apparaît comme étant cassé, c'est-à-dire que vous voyez le bâton ailleurs que là où il est vraiment. Eh bien, dans ce qui ressort dans le comportement de celui qui souffre d'un point de vue psychopathologique, ça va être une manifestation dérivée de pulsions, c'est-à-dire de frustration personnelle, par exemple. Et c'est là que le travail du thérapeute va être d'essayer donc de comprendre en fait finalement cette frustration,
Alors, cette frustration, encore une fois, comprise à partir donc de la libido ou de la sexualité, ne signifie pas nécessairement donc un désir de génitalité, entendez par là de copulation, enfin, mais ici de quelque chose qui va concerner finalement le patient dans sa vie affective et affectée, à partir de choses qui vont relever peut-être donc de l'estime de soi ou de la confiance en soi, des choses qui vont être qui vont relever de l'amour de soi et qui auront pu être peut-être brisés, blessés, et frustrations qui vont se manifester presque somatiquement ou dans le comportement à partir donc de troubles, de tics, de tocs, d'obsessions, de ce genre de choses. Donc voilà, j'ai parlé de mécanismes de refoulement, mécanismes de sublimation, c'est-à-dire d'exprimer dans un champ non sexuel des pulsions d'origine sexuelle, selon Freud. Par exemple, l'art, pour Freud, est un terrain d'expression, de sublimation. Donc il porte toute une interprétation de l'œuvre de Léonard de Vinci, par exemple, à partir de cette lecture-là. Lecture qu'on peut contester, si on veut, mais enfin, en tout cas, c'est la lecture freudienne. Voilà. Et là où c'est intéressant, c'est là que j'étais parti, pour un sujet sur la conscience, sur l'inconscient, etc., c'est que finalement, l'homme n'étant pas maître de lui-même, il n'est pas complètement libre. Donc, de ce fait, notre vie serait faite un peu comme de mécanismes qui nous échapperaient, hein, donc de mécanismes pas seulement physiologiques, mais aussi psychologiques, liés à notre histoire, vous voyez? Et donc de là, l'objection qu'on a pu faire à Freud, c'est de dire que c'est une théorie qui détruit la liberté humaine. C'est ce que dit Alain, par exemple, dans ses propos, qui parle du freudisme avec le suffixe en isme, qui est ici très péjoratif envers la pensée de Freud, pour dire une espèce de théorie qui finalement détruit la liberté, c'est-à-dire la moralité, qui fait de l'être humain un homme non responsable, un être non responsable, un être qui aurait en lui comme un autre être, euh, un peu comme dans un contexte de schizophrénie, enfin en tout cas d'une espèce de dédoublement, ou si vous voulez, pour prendre une autre image, un cheval de Troie, quoi, en fait, hein, qui fait que je ne serai plus maître dans ma propre maison. L'expression est de Freud lui-même. Je ne suis pas maître dans ma propre maison. Freud qui dit que sa théorie, effectivement, inflige une humiliation à l'homme, mais il faut pourtant qu'il accepte cette humiliation s'il veut comprendre comment psychologiquement il fonctionne. Donc Freud apporte des éléments pour comprendre le fonctionnement du psychisme humain. Le problème, c'est que ça peut, d'un point de vue théorique et philosophique, soulever des difficultés quant à la question de la responsabilité, la question de la liberté de l'être humain. Ce qui m'amène ici à mon troisième auteur, sur lequel je voulais revenir, c'est Jean-Paul Sartre, qui est l'un des critiques de Freud. Alors, il y a plusieurs. La pensée de Freud a donné lieu à de multiples critiques, hein. Karl Popper, par exemple, a critiqué la pensée freudienne en disant que ce n'était pas véritablement une science, mais pour Popper, une science est une science si on est dans le domaine des sciences expérimentales. Je ne développe pas, sinon enfin, je prendrais trop de temps. Voilà, donc Alain, je disais, donc aborde ou critique la pensée freudienne à partir donc de la destruction de la moralité et de la liberté humaine que ça peut impliquer, donc la destruction de l'idée de responsabilité. Avec Sartre, on est dans la pensée existentielle. Alors je vais reprendre le document que j'ai posté sur Moodle. Je ne peux pas vous l'exposer à l'écran parce que techniquement je ne sais pas le faire. Donc je suis désolé d'être une bille par rapport à ses moyens. Mais moi, je me le mets sous les yeux, je le vois, voilà. Un document que j'ai posté dans Moodle, Jean-Paul Sartre, 1905-1980. Et donc, je vais commenter certaines choses. La pensée de Sartre est une pensée existentialiste. Alors, l'existentialisme, c'est le 19e siècle. Le fondateur de l'existentialisme, on va dire, c'est Kierkegaard, un penseur danois. C'est l'existentialisme chrétien de Kierkegaard, qui va critiquer finalement les auteurs avant lui, ça c'est pour Kierkegaard, et qui va dire que finalement ce qu'on appelle la conscience humaine ne peut pas être pensée à partir du concept d'être, c'est-à-dire à partir du concept d'essence, essence, E2SENCE, parce que finalement, si on considère l'être du point de vue, alors il faut remonter à la philosophie de Platon, d'Aristote, mais toute la tradition philosophique et classique, donc Descartes, Leibniz, Spinoza, etc. Si on part du concept d'essence et du concept d'être,
on va partir d'une réalité qui est toujours et qui demeure. Or, ce qu'on appelle existant ou l'existence n'est pas caractérisée par ce qui demeure. Il faudrait plutôt dire que l'existence est toujours en déplacement, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, ex sistere, sistere ça veut dire être assis et ex en dehors. Être assis en dehors de soi, nous sommes des existants dans la mesure où nous sommes toujours en déplacement. Voilà, donc ça c'est un peu le point d'affirmation fondamental de l'existentialisme, si bien que la caractéristique fondamentale de l'existence, ce n'est pas l'essence, mais c'est plutôt le devenir. Donc le fait d'avoir à devenir soi. Chez Kierkegaard, ce devenir soi est pensé dans ce qu'il appelle la synthèse du fini et de l'infini. Donc tout cela nous met en relation notamment avec Dieu, Dieu qui pour Kierkegaard est la force qu'il nous a posée dans l'être. Voilà comment il définit donc Dieu. Donc Kierkegaard est un auteur protestant. Et l'existence la plus authentique est celle qui réussira à faire la synthèse entre le fini et l'infini. Le fini de mon existence, c'est l'infinité de Dieu, entre le temporel et l'éternel. Je passe sur Kierkegaard, je ne vais pas m'étendre dessus, puisque c'est sur Sartre que je voudrais venir. Donc avec Sartre, on est dans l'héritage de cette pensée, finalement, de Kierkegaard, mais Sartre est un auteur athée. Donc on est dans l'existentialisme athée. Voilà. L'ouvrage principal de Sartre, c'est L'être et le néant. Alors, je dis l'existentialisme athée, enfin, j'ai fait le choix de cette pensée, enfin, à partir des éléments que Sartre peut me dire, et justement aussi parce que Sartre est un des auteurs célèbres de la critique de la pensée de Freud. Et en ce sens, il m'intéresse. Il critique Freud sur une base existentialiste. Et c'est ça que je vais essayer donc de commenter un tout petit peu. Alors, c'est là que dans le document, quand vous regardez, vous voyez que Sartre dit, donc je le suis un peu, donc Sartre affirme que l'existence précède l'essence et pas l'inverse. Ce n'est pas l'essence qui précède l'existence. Alors donc c'est quelque chose qu'il dit dans L'existentialisme est un humanisme, hein, donc c'est le titre d'un ouvrage de 1970. C'est que Sartre nous dit ce n'est pas l'essence qui précède l'existence, parce que si l'essence précède l'existence, l'essence, c'est-à-dire c'est l'être, c'est ce qui est de toujours à toujours. Par exemple, chez Leibniz, hein, donc un auteur post-cartésien, l'essence, l'être, précède l'existence, c'est-à-dire que Dieu a pensé toute chose, et donc l'existence n'est que la traduction de l'essence, c'est-à-dire de ce que Dieu a pu concevoir. Mais dans ce cas-là, si l'essence précède l'existence, donc d'une certaine façon, ça veut dire que la vie est déjà déterminée, elle est déjà préfixée ou préétablie, si vous voulez. Or, l'existence humaine ne se vit authentiquement, selon Sartre, que dans la mesure où l'existence défie constamment toute essentialité. Rien ne me prédétermine. Ma vie n'est pas préfixée. Je vis la chose en tant qu'existant, je vis toute chose en tant qu'existant, comme n'étant pas prédéterminée. Et même si j'étais croyant, ce qui n'est pas le cas de Sartre, mais même si je l'étais, y eût-il un Dieu qui aurait pu tout penser par avance, cela m'échappe complètement. Et en tant qu'existant, rien n'est écrit par avance pour l'existant. C'est la raison pour laquelle Sartre affirme, c'est peut-être une référence que vous pouvez retenir, que l'existence précède l'essence. C'est-à-dire c'est après coup, quand ma vie a été ce qu'elle aura été, qu'on pourra dire, ben voilà, quel homme il fut. Lui, ce fut un écrivain. Elle a été peintre. Lui, prof de philo et machin, a été pompier. Donc l'essence, on peut le dire après coup. Donc l'existence précède l'essence. Cela est dû à quoi? Eh bien, cela est dû au fait que l'existence est fondamentalement libre. C'est le concept ici donc de liberté qui est fondamental. Et si Sartre va critiquer la conception de Freud, c'est parce que pour Sartre, la conception du psychisme humain chez Freud va se faire à partir d'un déterminisme, c'est-à-dire à partir de causalité, d'un mécanisme de cause à effet. Donc Freud va avoir tendance à chosifier la conscience. Or, la conscience n'est pas une chose. C'est l'affirmation principale de Sartre. La conscience n'est pas une chose, donc il faut poser une distinction fondamentale chez Sartre,
C'est ce qu'il reprend dans les termes, vous avez dû les lire, mais vous avez peut-être dû avoir du mal à le comprendre, ce qui est tout à fait normal. C'est la distinction qu'il pose entre l'en-soi et le pour-soi. Pour Sartre, l'en-soi, E-N, plus loin, soi, S-O-I, l'en-soi, c'est l'ordre des choses. Les choses sont. Elles sont en soi, indépendamment de moi. Et elles demeurent. Hein, le radiateur, la fenêtre, enfin le placard, est en soi. Donc les choses sont de l'ordre de l'essence. Elles ne, entre guillemets, deviennent pas, évidemment toute chose vieillit et tout, mais elles n'existent pas. Enfin, en tout cas, elles ne sont pas des existants. Alors que ce que je suis en tant que conscience, c'est justement quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'en-soi. Et c'est ce que Sartre appelle le pour soi. Quand il dit pour soi, il parle de la conscience. Qu'est-ce que c'est que le pour soi? C'est cette espèce de pointe de nous-mêmes, la liberté, qui finalement se jette vers les choses, vers ce qui est en soi, mais qui jamais ne demeure auprès des choses parce qu'elle n'est pas les choses. Par exemple, l'ordinateur qui est devant moi est de l'ordre de l'en-soi, et je suis tourné et jeté vers l'ordinateur par la conscience en parlant en fait à un écran et une caméra là, mais je suis à la fois comme collé aux choses et en même temps je ne suis pas ces choses. Donc je suis pour moi, c'est-à-dire que je suis tout le temps un mouvement de négation de l'en-soi. D'où le fait que la conscience soit définie par Sartre comme étant une puissance de néantisation. C'est ça que ça veut dire en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'il affirme par exemple dans l'être et le néant. Donc la conscience est une puissance de néantisation, ça veut dire qu'elle n'est rien de ce qui est. Elle n'est pas une essence. Elle n'est pas prédéterminée, elle n'est pas préfixée, et elle n'est pas dans la demeurance, un truc qui demeure. Donc elle n'est pas de l'ordre de l'en-soi, elle est de l'ordre du pour-soi. Elle est jetée vers les choses sans être les choses. C'est la raison pour laquelle dans l'être et le néant, Sartre va définir la conscience comme étant ce qu'elle n'est pas et comme n'étant pas ce qu'elle est. La conscience est ce qu'elle n'est pas, parce qu'elle est jetée donc dans les choses qu'elle n'est pas, mais elle n'est pas ce qu'elle est en même temps. Ça veut dire que ce qu'elle est, c'est les choses avec lesquelles elle se confond, mais sans se confondre, parce qu'elle n'est rien des choses qui sont. D'où la chose suivante, c'est que ce que la conscience est, à savoir une puissance de néantisation, qui n'est pas ce qu'elle est et qui est ce qu'elle n'est pas. Eh bien, la conscience est comme prise d'un vertige par elle-même, d'où la possibilité de l'angoisse, finalement, donc de l'existant, et aussi de ce que Sartre appelle donc la nausée, en fait, hein, donc cette espèce d'instabilité, finalement, donc de l'existant, et d'où la tentation de ce que Sartre appelle la mauvaise foi. Ça, c'est un passage très célèbre de L'être et le néant, dans lequel Sartre explique que la conscience va être tentée d'une certaine façon de s'assimiler avec l'ordre de l'essence, avec l'ordre de l'en-soi. C'est-à-dire déstabiliser que nous sommes par cette liberté qui est la nôtre, eh bien nous avons tendance existentiellement à vouloir finalement nous reconnaître dans du figé, dans de l'en-soi. Et il y a un passage très célèbre qui est celui donc du garçon de café, qui est une illustration pour Sartre donc de la mauvaise foi. Il dit prenez donc un garçon de café, donc c'est un peu plus bas dans mon document, dans ce que j'ai posté dans le Moodle, et le garçon de café qui dans ses gestes mécaniquement, en gros on pourrait dire de façon triviale, il se la pète, enfin il se la joue quoi. Le mec maîtrise absolument son rôle de garçon de café et tout ça, presque comme un automate en fait. Sauf qu'il y a là en fait une mauvaise foi, c'est que la personne, enfin ou l'existant qu'est ce garçon de café ne se confond pas avec cette essence du garçon de café. Ou comme le gars qui joue à être le prof de philo. Tout ça finalement c'est un peu comme un jeu ou comme un rôle. Donc on peut se reconnaître dans des rôles sociaux finalement que l'on peut jouer, mais dans lesquels fondamentalement nous ne nous reconnaissons pas parce que nous savons que nous ne sommes pas finalement que ça, en fait, que ce rôle. Et cette idée, si vous voulez, donc de mauvaise foi, elle est intéressante parce que c'est à partir de là que Sartre va contrer, va prétendre, enfin on va vouloir en tout cas à partir de sa comment dire, psychologie existentielle, va contrer la conception freudienne. Pour lui, pour Sartre, la conscience ne peut pas être une chose, ne peut pas être comprise à partir de l'ordre des choses,
Donc de là, pour lui, Freud fait une erreur finalement en chosifiant la conscience, même si pour Freud c'est une nécessité, parce que finalement il veut faire de la conscience, Freud veut faire du psychisme un objet de science. Mais il y a là finalement un peu comme une erreur, puisque la conscience n'est que liberté. Nous sommes condamnés à être libres, nous dit Sartre, et de ce fait, on ne peut pas comprendre, la conscience ne peut pas être comprise à partir donc de la facticité ou à partir du fait de ce qui est, à partir donc de la permanence. Hein. Et donc même la mauvaise foi finalement, qui est une mauvaise croyance que nous avons sur nous-mêmes, n'est pas vraiment crédible. Ça veut dire que la foi, c'est la croyance, donc c'est une croyance en laquelle nous ne croyons pas. C'est pour ça que c'est une mauvaise foi en fait. Donc c'est la raison pour laquelle ce que Freud comprend à partir de la notion d'inconscient, c'est-à-dire de choses que nous faisons et qui nous échappent, eh bien pour Sartre sera compris à partir du concept de mauvaise foi, c'est-à-dire de choses à partir desquelles nous nous mentons, mais tout en sachant que le paradoxe du mensonge à soi est tel que nous nous mentons, c'est-à-dire nous nous dupons nous-mêmes, mais sans être vraiment dupes. Parce que quand on analyse ce que c'est que le mensonge, hein, pour comprendre ici la mauvaise foi, le mensonge, le menteur, quand il ment, il sait qu'il ment. S'il trompe quelqu'un, il sait qu'il le trompe. Mais comment se mentir à soi? Parce que pour se mentir à soi, il faut une espèce de dédoublement subjectif et objectif. Ça veut dire qu'il faut se faire croire des trucs, sauf qu'on ne peut pas nous-mêmes croire complètement ce à quoi on voudrait se faire croire. Enfin, si je fais un, un, un morceau de prestidigitation ou de magicien, je vais faire croire, mais moi-même je connais le truc, donc je vais pas y croire en vrai. Mais là, donc dans la mauvaise foi, il y a quand même ici quelque chose, ce paradoxe qui consisterait à être à la fois comme étant celui qui fait croire et celui qui se fait croire et celui qui croit. Donc comme une espèce de passivité, une espèce d'activité mensongère et une passivité, tout en sachant que fondamentalement, je ne peux pas complètement être dupe de la chose. Donc pour celui qui est de mauvaise foi, il y a dans le tréfonds de lui-même cette liberté qui sait, cette conscience qui sait que finalement elle ne se réduit jamais à cette facticité ou à ce rôle, etc. Voilà. Donc voilà un peu l'intérêt de la pensée sartrienne dans la critique qu'il porte contre la conception freudienne. Alors comment on peut exploiter Sartre dans une dissertation? Eh bien, peut-être parce qu'on pourrait être amené à repenser ce que c'est que la conscience, en montrant que la conscience n'est peut-être pas seulement à comprendre comme un objet. Et pourquoi on ferait ça dans l'argumentation? Eh bien, peut-être parce qu'on voudrait montrer que la spécificité de la conscience, de notre objet en question qu'on étudie, à savoir la conscience, ben, n'est pas un objet. C'est pas un objet comme les autres, en fait, c'est un sujet. Et qu'à partir de là, c'est un sujet de liberté. Et qu'en tant que sujet de liberté, si on se pose cette question-là, si jamais il y a un sujet qui tombe sur la question de la connaissance de soi et des enjeux par rapport à la notion de responsabilité, etc. On pourrait être amené à montrer que finalement la liberté ne relève pas donc d'une maîtrise de soi comme de la maîtrise d'un objet, mais que ce serait donc comme de la connaissance d'un objet, mais qu'il s'agirait peut-être, hein, si on parle de maîtrise de soi, non pas de connaissance, mais de reconnaissance, ce qui est un peu différent, de la reconnaissance de soi. Ce qui est intéressant avec le concept de reconnaissance, c'est qu'on n'est pas forcément censé tout maîtriser. Par exemple, un papa qui reconnaît ses enfants. Je dis un papa parce qu'une maman, normalement, directement, c'est le lien, en fait. Hein, on ne peut pas mentir. Par contre, au père, on peut lui mentir sur le lien de filiation. Bon, bref. Et puis après, on peut ne pas être le géniteur, mais malgré tout reconnaître des enfants. Mais vous voyez que pour reconnaître des enfants, ses enfants, les siens, que ce soit des enfants naturels ou adoptés, en fait, peu importe, quand il y a une reconnaissance au niveau de la filiation, l'exemple de la filiation est intéressant, je suis amené à reconnaître ce qui est de moi, si je suis le géniteur, mais comme ce qui n'est plus moi. Mais malgré tout, il y a quand même ici une forme de reconnaissance. Et le lien de génération, finalement, n'est pas important ici, parce que, admettons, même si je suis père adoptif, si je reconnais quelqu'un comme étant mon fils ou ma fille, hein, comme le chante Vianney, hein, même si on n'a pas le même sang, voilà. On peut s'aimer, on s'aimera quand même, quoi. C'est le papa qui chante ça, donc le beau papa. Et bien ici, en tant que père reconnu légalement comme étant le père, et comme étant le papa qui reconnaît ses enfants,
il se trouve que je suis amené à reconnaître celui qui m'est étranger et celui dont les actions m'échappent quand même. Si l'enfant fait des bêtises, c'est moi en tant que père qui devrais répondre. Et la maman aussi, en tant que parent. Nous serions amenés, enfin voilà, donc quelle que soit la configuration familiale, si vous voulez, mais nous serions amenés à reconnaître ce que les enfants ont fait. Donc il y a là quelque chose qui est de l'ordre d'un reconnaître ce qui est de soi et en même temps reconnaître ce qui n'est plus soi. Et c'est ça qui est assez paradoxal. C'est-à-dire que finalement, il y a quelque chose qui est comme un processus ici d'assimilation, je reconnais comme étant mien, ce qui pourtant n'est pas le même que moi, celui qui n'est pas le même que moi. Et si mon enfant fait des bêtises ou des grosses bêtises, peut-être même que je peux aller en prison, ou je peux en tout cas être amené à payer pour les bêtises qu'il a faites, hein, voilà. Eh bien, on voit là qu'il y a cette dialectique de l'autre et du même, du différent, peut-être même du radicalement différent, et de l'identique. Eh bien, peut-être, et c'est là que je retombe finalement un peu sur une idée aristotélicienne d'Aristote, développée dans l'Éthique Nicomaque au livre 3, où Aristote finalement explique que finalement, par rapport à nos actes, nous sommes comme dans un rapport de paternité, c'est-à-dire comme dans un rapport de reconnaissance. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que ça peut être intéressant de repenser le concept de liberté ou de maîtrise de soi, non pas à partir d'un concept peut-être un peu trop cartésien qui serait celui donc de la connaissance et de la maîtrise par connaissance, mais d'une connaissance par reconnaissance. Répondre de soi-même, c'est pas forcément être maître absolu de soi, hein, ou comme presque un maître tyrannique qui contrôlerait absolument tout, et peut-être même que cette volonté d'une maîtrise totale de soi pourrait conduire à une forme de psychopathologie, c'est-à-dire du fait qu'il y a des choses qui m'échappent, mes désirs m'échappent, mes émotions m'échappent, ma sexualité peut me mettre face à des choses qui m'échappent, etc. En fait. Et donc, la vie me met face à des situations que je ne contrôle pas. Et pourtant, il n'empêche que je puis être amené à la responsabilité, c'est-à-dire à répondre de cela, en fait. Donc cela pourrait être à méditer dans un sujet sur la conscience, et notamment qui convoquerait un concept comme celui de l'inconscient, en essayant de résoudre les difficultés ou le sujet en montrant que finalement, cette connaissance de soi, cette reconnaissance de soi et cette liberté ne suppose peut-être pas forcément donc un contrôle absolu et total, mais finalement une espèce de rétro-contrôle qui finalement me met toujours face à quelque chose qui va être de l'ordre donc de la reconnaissance, parce que je suis de moi-même à moi-même aussi dans un rapport à l'excès, c'est-à-dire que je ne me connais pas absolument, je ne connais pas les tréfonds de mon âme et de mon être, et certainement pas l'avenir et ce qui m'attend finalement. Et pourtant, je puis, par rapport à ce qui advient, par rapport à ce qui fut, être amené à répondre finalement de ce que je suis. Donc cette question de l'identité, pour conclure, de l'identité à soi est quand même très complexe, parce qu'elle nous met donc dans cette dialectique du différent et du même. Et cela non pas seulement par rapport aux autres, mais même par rapport à soi-même. Et il y a là donc la gageure de toute existence ici, que d'avoir finalement à se ressaisir et à se rassembler à partir donc d'un contexte de multiplicité et d'éclatement. Finalement, le concept d'inconscient freudien ne viendrait peut-être pas détruire ce concept d'identité ou de liberté, mais viendrait peut-être pointer euh, avec une certaine acuité le fait que l'homme n'a pas forcément tout sous contrôle, ce qui ne viendrait pas forcément détruire la moralité ou la notion de liberté ou de responsabilité. À partir d'une recompréhension un peu existentielle du problème, on pourrait arriver à sauvegarder ce concept de liberté sans forcément devoir c'est là qu'on prend quelques distances avec Sartre en disant ça, et sans devoir forcément renoncer au concept d'inconscient, dans la mesure où il a pu apporter des éléments de connaissance ou des éléments fondamentaux du point de vue de la psychologie, même si on aura pu voir que ces éléments apportés ne vont pas sans poser des difficultés théoriques. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie de m'avoir écouté. Bon courage dans vos travaux. Voilà, au revoir.